Alerte d'avril 2020. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 4 d'avril 2020. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Bien entendu, nous vous assurons de toute notre sympathie en ces moments très difficiles pour vous-même, vos proches et vos clients. L'actualité fiscale, sociale et juridique autour du coronavirus étant très changeante au fil de l'eau, nous avons fait le choix à ce stade de ne vous communiquer que les informations essentielles sans entrer dans le détail des ordonnances à paraître et des décrets publiés ces derniers jours. Nous ferons le point dans le prochain magazine en avançant sa publication si nécessaire. Mais d'ici là, bon courage à toutes et à tous. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Coronavirus, les premières mesures fiscales exceptionnelles. Le report de paiement de tous les impôts directs des entreprises peut être accordé pour 3 mois sans justificatif. Mais attention, la TVA et les taxes assimilées sont exclus de la mesure, de même que le reversement du prélèvement à la source effectué par les collecteurs. Les entreprises ou les experts comptables qui interviennent pour des clients dans cette situation peuvent demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs, acompte d'impôts sur les sociétés, taxes sur les salaires, CFE, etc. Pour les échéances du mois de mars déjà réglées, les entreprises qui en ont encore la possibilité peuvent s'opposer au prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne. À défaut, elles peuvent en demander le remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif. Notez que les demandes de remise d'impôts directs doivent être justifiées, celles-ci ne pouvant être accordées qu'en cas de difficulté caractérisée qu'un report de paiement ne suffit pas à surmonter. Dans le même esprit, les entreprises rencontrant des difficultés financières du fait du coronavirus peuvent demander un remboursement anticipé de leurs créances d'impôt sur les sociétés restituables en 2020 et de leur crédit de TVA. Pour les travailleurs indépendants, Bercy rappelle qu'il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source. Il est aussi possible de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels d'un mois sur l'autre jusqu'à 3 fois si les acomptes sont mensuels ou d'un trimestre sur l'autre si les acomptes sont trimestriels. Pour toute difficulté dans le paiement des impôts, les entreprises sont invitées à se rapprocher du service des impôts des entreprises par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par téléphone. Prélèvement à la source, sanction en cas d'erreur ou de défaillance de l'employeur. En 2019, les erreurs dans le calcul du prélèvement à la source ou les retards dans le dépôt de la DSN n'ont pas été sanctionnés. La DGFiP annonce qu'elle va commencer à sanctionner en 2020, mais avec bienveillance. Prélèvement à la source et revenus fonciers. Le taux de prélèvement à la source du foyer fiscal peut, sur option, être individualisé pour chacun des conjoints. En cas d'exercice de cette option, les taux de prélèvement individualisés s'appliquent aux revenus dont chacun des conjoints a personnellement disposé. Le taux de prélèvement propre au foyer fiscal s'applique aux revenus communs. Une illustration. Un couple marié sous le régime de la séparation des biens, mais faisant l'objet d'une imposition commune par hypothèse, souhaite, pour l'application du taux individualisé, que les loyers perçus soient affectés au conjoint qui dispose seul des biens locatifs. Demande refusée. L'administration considère que les revenus personnels de chaque conjoint s'entendent des salaires, pensions et rentes viagères, rémunération de dirigeants et bénéfices professionnels qu'il a perçus ou réalisés. Tous les autres revenus
entrant dans le champ du prélèvement à la source sont considérés comme des revenus communs. Le taux de prélèvement individualisé ne peut donc pas s'appliquer aux revenus fonciers. Plus-value de cession d'un fonds. En cas de résiliation d'un contrat de location-gérance avant la cession du fonds, le régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 238 quindecies du CGI s'applique même si l'acheteur n'est pas l'ancien locataire gérant. Le fonds n'étant plus exploité en location-gérance au moment de la cession, seules les conditions générales d'application du régime de l'article 238 quindecies du CGI doivent être remplies et non les conditions spécifiques prévues en cas de location-gérance, notamment que la transmission soit consentie au profit du locataire. Zone franche urbaine, territoire entrepreneur. La condition d'implantation matérielle en zone s'apprécie à partir d'un faisceau d'indices. Ainsi, une société dont le siège social et les locaux sont situés en zone franche urbaine ne dispose pas d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation lui permettant d'y exercer effectivement son activité, dès lors que les 3 indices suivants ont été relevés. Le stockage des marchandises qu'elle commercialise et l'ensemble de son activité logistique sont sous-traités à 2 sociétés établies en dehors de la zone. Il n'est pas établi que les clients sont accueillis dans ces locaux et il n'est pas établi que le président de la société exerce son activité dans ces locaux. Et n'a pas d'incidence sur ce faisceau d'indices la circonstance que l'unique salarié de la société, secrétaire commercial en charge d'activités commerciales et administratives, travaille dans ces locaux. Par suite, le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies A du CGI ne peut pas s'appliquer. Certes, mais positivons quand on parle d'un faisceau d'indices. Autrement dit, il ne peut pas être déduit des 3 indices retenus, notamment de la sous-traitance d'une partie de l'activité, que chacun d'entre eux suffit à lui seul à exclure l'application du régime de faveur. ZFU, activité non sédentaire. Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine, mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération d'impôt sur le revenu s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou bien s'il réalise au moins 25% de son chiffre d'affaires auprès de clients situés en ZFU. Pour le Conseil d'État, ne remplit aucune de ces 2 conditions un infirmier libéral qui réalise moins de 25% de son chiffre d'affaires auprès de patients situés en ZFU et dont la SCP dont il était membre a employé un salarié sédentaire en ZFU pendant une durée de 455 heures en 2008 et de 370 heures en 2009, inférieure à celle d'un emploi à temps plein. BIC, provision pour hausse des cotisations à TMP. La provision constituée par une entreprise relevant du régime général de la sécurité sociale pour anticiper la hausse des cotisations accident du travail, maladie professionnelle n'est pas déductible, à l'inverse de ce qui est possible pour les entreprises relevant du régime spécial des industries électriques et gazières. En effet, dans le régime général, le fait générateur des cotisations est le versement des rémunérations. Du coup, selon le Conseil d'État qui rejoint ainsi la doctrine comptable, une hausse attendue des cotisations du régime général due au titre des accidents du travail résultant d'une augmentation du risque au cours de l'année ne doit pas être provisionnée à la clôture de l'exercice. TVA et rétrocession d'honoraires.
Interrogé sur le régime de TVA applicable aux rétrocessions d'honoraires effectuées par des médecins professionnels dans le cadre de contrats de remplacement, l'administration a indiqué que les sommes reversées par le médecin remplacé au médecin remplaçant à l'issue du contrat de remplacement sont exonérées de TVA dès lors qu'elles rémunèrent une prestation de soins effectuée par un praticien auprès d'un patient. En revanche, la redevance perçue par le médecin remplacé en contrepartie de la mise à disposition de ses installations techniques et locaux au médecin remplaçant, qui ne rémunère pas une prestation de soins à la personne, est soumise à la TVA, sauf si le remplacement revêt un caractère occasionnel. Revenu mobilier, répartition de bénéfices. L'article 109 du CGI établit une présomption de distribution à l'égard de tous les bénéfices qui ne sont pas investis dans l'entreprise, quelle que soit la forme de la distribution, et même s'ils correspondent à des rehaussements apportés à la suite d'un contrôle aux bénéfices déclarés par la société. Voici une illustration de ces principes. Une société a fait l'objet, au titre d'un exercice, d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle son résultat initialement déficitaire de 750 000 € est devenu bénéficiaire de 120 000 €. En effet, l'administration a réintégré dans les recettes des produits exceptionnels non comptabilisés et remis en cause des charges non justifiées à hauteur de 130 000 €. De plus, elle a corrigé à la baisse de 850 000 € la valeur d'inscription au bilan d'ouverture de l'exercice d'un immeuble cédé en cours d'exercice, ce qui a eu pour effet une réduction de la variation négative des stocks. Dans ce contexte, pour le Conseil d'État, commet une erreur de droit la Cour administrative d'appel qui juge que le bénéfice doit, en application de l'article 109 du CGI, être regardé comme distribué en totalité. Certes, les corrections correspondant à la réintégration du produit exceptionnel non comptabilisé et des charges non justifiées sont bien de nature à faire présumer un désinvestissement, mais il n'en va pas de même du rehaussement de la variation des stocks, l'effet de cette dernière correction devant être neutralisé. Cession en VFA à un prix minoré. Dans le cas de la vente en l'état futur d'achèvement par une SCI à son gérant de 2 appartements à 1 an d'intervalle pour un prix considéré comme minoré, l'administration démontre l'existence d'un avantage occulte constitutif d'une distribution imposable en établissant d'une part que le prix de cession des appartements est nettement inférieur à leur valeur vénale et d'autre part que la SCI a délibérément consenti au gérant une libéralité. Le fait générateur de l'imposition de l'avantage occulte accordé au gérant doit alors être regardé comme intervenu à la date de la vente. Oui, et c'est important, car l'acquéreur doit être regardé comme ayant disposé de la fraction de ce prix constitutive d'une libéralité dès la conclusion de la vente, et sans attendre la livraison du bien, et ce, alors même que les ouvrages ne deviennent sa propriété qu'au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Revenu foncier, loyer non réclamé. Un propriétaire n'ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l'absence de circonstances indépendantes de sa volonté l'ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers. Les loyers non perçus doivent être ajoutés aux revenus fonciers lorsque le bailleur, qui invoque de graves difficultés financières du locataire, n'est pas en mesure de les justifier. Ainsi, une SCI ne justifie pas des difficultés de trésorerie de la société locataire en se bornant à produire 3 courriers de sa banque indiquant que plusieurs de ses chèques ne pouvaient être réglés
en l'absence de provision, alors même qu'il n'était pas contesté que cette société était dans une situation bénéficiaire au titre des années d'imposition en litige. Action en responsabilité fiscale contre un dirigeant. Pour agir en responsabilité contre le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, le fisc ne doit pas attendre l'obtention d'un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance si le jugement d'ouverture de la liquidation fait état d'un passif très supérieur à l'actif, car cela indique que l'irrécouvrabilité définitive de la créance fiscale est établie dès cette date. Actualité juridique du mois, coronavirus, aide de 1 500 €, report des factures, marché public. L'État, les régions et certaines grandes entreprises ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les plus petites entreprises les plus touchées par la crise. Sont concernés par cette aide de 1 500 € les TPE, indépendants et micro-entrepreneurs qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui subissent une fermeture administrative ou qui connaissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être octroyé pour éviter la faillite au cas par cas. L'aide est disponible depuis le 31 mars en faisant une simple déclaration sur le site de la DGFiP. Les entreprises éligibles au fonds de solidarité financé par l'État et les régions peuvent aussi bénéficier de droits de report du paiement des loyers, des factures d'eau, d'électricité et de gaz. L'État et les collectivités locales ont reconnu le coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d'État et des collectivités locales, les pénalités de retard ne seront pas appliquées. Le gouvernement a mis en place un dispositif de prêt garanti par l'État à hauteur de 300 milliards d'euros entre le 16 mars et le 31 décembre 2020. Il est destiné à toutes les entreprises, sauf les sociétés civiles et les établissements financiers. Dissolution anticipée d'une URL et révocation de son gérant. La dissolution anticipée d'une URL, motivée par des considérations économiques, ne constitue pas une décision de révocation abusive du gérant, dont les fonctions cessent par l'effet légal de la dissolution. Mandat de recouvrement de créances. Bon à savoir, un mandat conférant à une société de recouvrement le pouvoir d'exercer toute poursuite en cas de défaut de paiement du débiteur ne permet pas de poursuivre la caution de ce débiteur. En effet, le mandataire qui agit en justice pour le compte de son mandant doit justifier d'un pouvoir spécial de représentation en justice. Du coup, ne satisfait pas à cette exigence le mandat rédigé en termes généraux et qui ne confère pas à la société de recouvrement le pouvoir de diligenter des poursuites contre la caution. Notez qu'à défaut de mandat spécial, l'acte de procédure accompli est nul pour vice de fond, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un grief. Autorisation de transiger donnée au liquidateur judiciaire. L'autorisation donnée au liquidateur judiciaire d'une société de transiger sur le paiement d'une créance n'est contestable ni par le dirigeant agissant au nom de la société qui n'a pas de droit propre en ce domaine, ni par l'ancien dirigeant dont les droits sont indirectement affectés. Tarifs bancaires. Un accord tacite du client sur les tarifs bancaires est possible après l'ouverture du compte. L'accord peut résulter pour l'avenir
de l'inscription de prix de services bancaires dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part. Dans ce cas, une banque qui n'a pas porté à la connaissance de son client ses tarifs lorsqu'elle lui ouvre un compte peut le faire ultérieurement, notamment par l'envoi d'un relevé bancaire, même si la convention de compte prévoit des moyens spécifiques d'information. Par suite, le client peut recouvrer les commissions et frais litigieux uniquement s'ils ont été perçus avant qu'il n'ait connu par des inscriptions sur ses relevés de compte les exigences de la banque à cet égard pour des opérations semblables. Convention d'occupation précaire. La convention d'occupation précaire échappe au statut des baux commerciaux, quelle que soit sa durée, dès lors que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. La fragilité de l'occupation est le critère essentiel de cette convention. Un locataire est donc titulaire d'une convention d'occupation précaire et non d'un bail commercial si la destruction de l'immeuble loué, liée à un projet de réhabilitation du centre-ville, a été évoquée dès l'origine des relations contractuelles et à plusieurs reprises. Du coup, la poursuite par ce locataire de la société en paiement d'une indemnité d'éviction ne peut pas aboutir. Cela étant, il faut toujours une cause objective de précarité pour recourir à une convention d'occupation précaire. Ainsi, le locataire autorisé à se maintenir dans les locaux pour 23 mois après la résiliation du bail commercial dont il était titulaire, afin de lui permettre de céder son fonds de commerce, bénéficie d'un bail dérogatoire et non d'une convention d'occupation précaire. Attention alors, car un tel bail dérogatoire se transforme en bail commercial si le locataire est laissé dans les lieux à son expiration. Dégradation de la commercialité d'un local commercial. À défaut de stipulation particulière du bail, le propriétaire de locaux situés dans un centre commercial n'est pas tenu d'assurer la bonne commercialité du centre, il n'est tenu que d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance du local loué. S'il est propriétaire du centre commercial, le bailleur est toutefois tenu d'entretenir les parties communes du centre, puisqu'elles constituent des accessoires nécessaires aux biens loués. Dans ce cas, le bailleur qui n'a pas procédé aux diligences nécessaires pour remédier à l'insécurité et au mauvais entretien du local loué et du centre commercial dans lequel il est situé, est à l'origine de la dégradation de la commercialité des lieux. Il doit donc indemniser le locataire pour la perte de sa clientèle, la perte de marge réalisée sur le chiffre d'affaires liée au contrat de distribution rompu et la perte de chance de conclure des accords avec de nouveaux fournisseurs. Résolution d'une vente et TVA. En cas de résolution judiciaire d'une vente, le vendeur doit restituer le prix puisque la résolution d'un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Mais il doit aussi restituer le montant de la TVA, même s'il n'a pas encore obtenu le remboursement de cet impôt par le Trésor public. Anomalie liée au droit de la consommation. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, vient de mettre en place Signal Conso, une plateforme qui permet aux consommateurs de signaler des anomalies liées au droit de la consommation. Lorsqu'un consommateur effectue un signalement, Signal Conso en informe l'entreprise. Seule l'entreprise peut consulter le signalement qui la concerne. En revanche, l'ensemble des signalements est consultable et peut être exploité par l'administration. Lorsque les signalements deviennent trop nombreux pour une même entreprise ou lorsque le problème est considéré comme grave par la DGCCRF, celle-ci peut décider de contrôler l'entreprise en question.
Voici l'actualité sociale du mois. Coronavirus, loi d'urgence. La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de coronavirus a été définitivement adoptée le 22 mars 2020, après seulement 4 jours de débat parlementaire. Si elle contient assez peu de mesures concrètes, elle permet d'avoir une idée des dispositions qui seront prises prochainement par le gouvernement, notamment en matière de travail à temps partiel, de limitation des ruptures des contrats, d'indemnités complémentaires aux IJSS, de modification des dates limites et des modalités de versement de l'intéressement, de la participation, de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, etc. Coronavirus, chômage partiel. Le dispositif exceptionnel de chômage partiel mis en place par le gouvernement fonctionne de la manière suivante. Pour placer leurs salariés en chômage partiel, les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité doivent déposer une demande d'activité partielle en ligne sur le site du ministère du Travail dédié au chômage partiel. Depuis le 16 mars, les entreprises ont 30 jours pour réaliser leur demande de chômage partiel avec effet rétroactif. L'entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut, environ 84% du net, à ses salariés. Les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100%. Ensuite, l'entreprise est intégralement remboursée par l'État pour les salaires jusqu'à 6 927 € bruts mensuels, c'est-à-dire 4,5 fois le SMIC. Il est possible de contacter la Directe pour plus d'informations. Coronavirus, principales mesures concernant les cotisations sociales. Un communiqué de presse de l'ACOS ainsi qu'un question-réponse diffusé sur le site des URSSAF annonce la possibilité de reporter l'échéance URSSAF du 5 avril. Ce report, qui se fera sans pénalité, pourra aller jusqu'à 3 mois avec un allongement des échéanciers de paiement et un arrêt des poursuites pour les créances antérieures. Un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaires. Pour les modalités, les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite complémentaire. Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins, montant à 0 ou montant correspondant à une partie des cotisations. Il est néanmoins impératif de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative. Si l'employeur ne souhaite pas opter pour un report de l'ensemble des cotisations et préfère régler les cotisations salariales, il peut échelonner uniquement le règlement des cotisations patronales. Pour les cotisants ayant conclu un échéancier d'étalement de leur dette avec l'URSSAF, cet échéancier est automatiquement décalé de 3 mois. Les échéances de mars, avril et mai sont automatiquement reportées à la fin de l'échéancier. Par ailleurs, les actions de recouvrement amiable et forcé, mise en demeure, contrainte, sont suspendues depuis le 13 mars 2020, y compris pour les créances antérieures aux annonces présidentielles. Les huissiers de justice ont pour consigne de suspendre leurs actions sur les créances qui leur ont été confiées. Toutefois, pour les créances liées à des redressements pour travail dissimulé, la suspension du recouvrement forcé ne s'applique pas. Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, l'échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée, mais lissée sur les échéances ultérieures de mai à décembre. Les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent aussi solliciter l'octroi de délais de paiement sans majoration ou pénalité, y compris par anticipation et un ajustement de leur échéancier de cotisation tenant compte d'une réestimation de leurs revenus, sans attendre la déclaration annuelle. Le site internet net-entreprise.fr indique que si le début de la campagne de déclaration reste fixé au 2 avril, comme prévu initialement, à ce stade et compte tenu de la situation actuelle liée à l'épidémie de coronavirus, la date limite de déclaration n'est pas arrêtée.
Cela dit, les travailleurs indépendants qui le souhaitent pourront effectuer leur déclaration en ligne dès le 2 avril et ainsi bénéficier au plus tôt de la régularisation de leur cotisation 2019 et d'un lissage de leur cotisation 2020. Enfin, il faut signaler que d'importantes mesures concernent les médecins et auxiliaires médicaux. Report d'échéance et de délai de paiement, indemnité journalière sans délai de carence, etc. Particuliers employeurs. Ils sont invités, face à la crise du Covid-19, à verser l'intégralité de la rémunération du mois de mars de leurs salariés, même si toutes les heures déclarées n'ont pas été travaillées. Toutefois, une mesure exceptionnelle d'accompagnement, opérationnelle pour la prochaine période de déclaration, soit la période d'avril, sera mise en place pour les particuliers employeurs ne souhaitant pas avoir les heures non travaillées à leur charge. À cet effet, un formulaire d'indemnisation spécifique sera mis en place prochainement dans lequel l'employeur indiquera le nombre d'heures prévues et non travaillées. En retour, le CESU lui indiquera le montant de l'indemnisation à verser au salarié. Cette indemnisation correspondra à 80% du montant net des heures non réalisées. Pour le salarié, elle ne sera pas soumise aux prélèvements sociaux, mais devra figurer dans sa déclaration d'impôt sur le revenu. Pour les particuliers employeurs, l'indemnisation sera remboursée par le CESU et ne pourra entrer dans le montant correspondant au crédit d'impôt pour l'emploi du salarié à domicile. L'employeur peut en outre faire le choix de maintenir la rémunération nette complète en versant un complément de salaire. Un dispositif similaire est mis en place par Page Emploi au titre de la garde d'enfants par des assistantes maternelles ou des gardes à domicile. Notez également que le crédit d'impôt emploi à domicile est maintenu en cas de soutien scolaire à distance. Formation professionnelle et coronavirus. Toutes les annulations de formation demandées depuis le 12 mars 2020 par les titulaires d'un CPF sont justifiées par un cas de force majeure. Il s'ensuit que tous les frais déjà engagés à ce titre par le titulaire doivent lui être remboursés et les droits à formation mobilisés au titre du CPF doivent être recrédités sur celui-ci. Les annulations ne sont pas automatiques. Le titulaire doit en faire la demande dans son espace sécurisé après authentification sur www.moncompteformation.gouv.fr. Le ministère du Travail a rappelé que les organismes de formation peuvent toutefois, en accord avec les stagiaires, décider de décaler ultérieurement les sessions en présentiel initialement prévues jusqu'à cette date. Dans certains cas, la formation peut continuer son cycle normal dans le cadre d'une formation à distance. Coronavirus et rupture d'une promesse d'embauche. L'incertitude dans laquelle se trouvent les entreprises sur leur avenir économique peut les amener à reconsidérer les embauches qu'elles avaient prévues. L'épidémie et les difficultés qu'elle suscite constituent-elles un motif valable de rupture d'une promesse de contrat de travail ? Si le candidat à l'embauche et l'employeur sont simplement entrés en pourparlers sans formaliser par écrit les conditions d'une embauche, ils ne sont pas liés. Ces pourparlers peuvent être rompus à tout moment. Si l'employeur a adressé au candidat une proposition ferme écrite par lettre ou email, précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, il ne peut en principe se rétracter que si le candidat n'a pas encore reçu son offre ou s'il ne l'a pas acceptée dans le délai qui lui était imparti pour le faire. Si en revanche le candidat a déjà accepté la proposition, les parties sont en principe liées par un contrat de travail. La rupture unilatérale par l'employeur s'analyse alors en licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat promis était à durée indéterminée et en une rupture abusive si le contrat était à durée déterminée. Elle ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié.
Et il faut signaler quand même que l'employeur a la possibilité de négocier avec le salarié un report de la date du début d'exécution du travail afin de laisser passer la crise. Il peut également, s'il met en place l'activité partielle dans son entreprise, en faire bénéficier l'intéressé dès son embauche avec les autres salariés. En effet, l'activité partielle n'est pas soumise à une condition d'ancienneté du salarié. Coronavirus et période d'essai. L'état de crise sanitaire ne peut en aucun cas justifier une rupture de la période d'essai. En effet, l'essai a pour but de tester les capacités professionnelles du salarié. Il ne peut donc être rompu que pour un motif lié aux aptitudes de l'intéressé. En aucun cas, la rupture ne peut être décidée pour une autre cause. Toutefois, dans la mesure où la rupture de l'essai n'a pas à être motivée, il n'est pas toujours simple de prouver l'abus ou la véritable intention de l'employeur. Les juges prud'homaux seront probablement attentifs aux litiges relatifs à des ruptures d'essai pendant la période de confinement liée au coronavirus. Et notons que le salarié en période d'essai peut être placé en activité partielle au même titre que les autres salariés. Par ailleurs, si le salarié en période d'essai est placé en arrêt de travail, soit parce qu'il est atteint par le coronavirus, soit parce qu'il doit garder son enfant, cette suspension du contrat de travail proroge l'essai pour une durée équivalente. Employeur du BTP, cotisation chômage intempéries. Le conseil d'administration de l'UCFCI BTP a décidé de procéder à une rétrocession de 80% du montant des cotisations de chômage intempéries versées entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Cette rétrocession concerne les entreprises en situation régulière au regard du statut des caisses. Le communiqué publié à cette occasion justifie cette rétrocession en raison d'une météorologie très clémente ces 3 dernières années. Responsabilité pénale d'une société. Pour la Cour de cassation, le juge ne peut pas sanctionner pénalement une société pour une infraction en droit du travail en se bornant à relever qu'elle a été commise par son responsable en matière de gestion du personnel. En effet, une personne morale ne peut être pénalement sanctionnée que si son organe ou son représentant ayant commis l'infraction pour son compte a été précisément identifié. Contrat de travail et chauffeur VTC des plateformes numériques. Se prononçant pour la seconde fois sur la nature du contrat liant un travailleur à une plateforme numérique, la Cour de cassation a répété qu'il s'agit d'un contrat de travail si l'existence d'un lien de subordination est établie. En l'espèce, il s'agissait d'un chauffeur indépendant VTC, travaillant pour la société Uber, utilisant une plateforme numérique qui le mettait en relation avec des clients en vue d'un transport urbain. De fait, les tarifs étaient contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme par un mécanisme prédictif imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n'avait pas le choix et pour lequel des corrections tarifaires étaient appliquées s'il suivait un itinéraire inefficace. Le chauffeur ne connaissait parfois pas la destination de la course et il ne pouvait pas réellement choisir librement, comme l'aurait fait un chauffeur indépendant, la course lui convenant ou non. Il pouvait être déconnecté temporairement de l'application à partir de 3 refus de course et perdre l'accès à son compte. Le statut d'indépendant du chauffeur a été jugé fictif et il a été requalifié en contrat de travail dans la mesure où la société lui a adressé des directives, en a contrôlé l'exécution et a exercé un pouvoir de sanction. Violation de l'ordre des licenciements économiques. L'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements économiques ouvre aux salariés concernés le droit à la réparation de son préjudice.
Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, l'intéressé ne peut obtenir des dommages-intérêts que s'il apporte des éléments justifiant le préjudice qu'il allègue. Notez que la Haute Cour revient ainsi sur sa jurisprudence, reconnaissant un droit automatique à indemnisation. Licenciement lié à la grossesse. La salariée dont le licenciement est nul pour discrimination liée à sa grossesse a droit au paiement d'une indemnité égale au salaire qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration dans l'entreprise, et cela sans déduction des revenus de remplacement perçus. Congé de transition professionnelle. Le salarié dont le projet de transition professionnelle a été validé bénéficie d'une rémunération minimale pendant son congé de transition professionnelle, le CTP. La rémunération doit être versée par l'employeur, à charge pour celui-ci de se faire rembourser par la Commission paritaire interprofessionnelle régionale, CPIR, dont il relève. Cette procédure, qui concernait déjà les employeurs d'au moins 50 salariés, a été étendue depuis le 1er janvier 2020 à toutes les entreprises. Toutefois, les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient sur leur demande, depuis le 1er mars 2020, d'un dispositif d'avance pour éviter qu'elles aient à faire face à d'éventuelles difficultés financières. Il leur appartient alors de définir conjointement avec la CPIR le taux et les conditions de versement des avances. En l'absence d'accord, les avances sont versées mensuellement à l'employeur par la CPIR, au plus tard le 20 de chaque mois. Le montant de l'avance mensuelle est égal à 90% du montant total de la rémunération mensuelle et des cotisations légales et conventionnelles assises sur la rémunération due par l'employeur au titre du projet de transition professionnelle. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en mai prochain. À bientôt et bon courage.